Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, épisode 97, je crois on arrive bientôt au 100. Et je me suis installé tranquillement ce matin au soleil pour répondre aux questions que j'ai reçues par mail. Alors pour rappel, si tu veux me poser une question pour que j'y réponde directement à l'antenne, tu as un formulaire, un court formulaire qui te permet de poser une courte question. Très important que la question soit courte parce que sinon c'est assez compliqué de la résumer directement pour les gens qui écoutent. Donc t'as un lien en dessous de chaque épisode qui s'appelle poser une question, tu peux cliquer dessus, tu peux poser ta question et j'essaye d'en sélectionner quelques-unes chaque semaine pour y répondre directement dans le MakerCast. Et je vais commencer tout de suite par la première question. Alors je me suis mis à l'extérieur donc tu risques d'entendre un petit peu de bruit de fond là, par exemple il y a un avion qui passe au-dessus. On va dire que ça sera la musique d'ambiance. Première question, une question de Alex qui me dit « Bonjour, au début d'un projet on est convaincu que l'on va réussir. À certains moments on a raison et il ne faut pas lâcher l'affaire, mais à d'autres moments il faut remettre en question ce projet, soit en l'adaptant à la réalité, soit en l'abandonnant. Mes questions, quand faut-il continuer? Quand faut-il réfléchir? Quand faut-il abandonner? Par exemple, j'ai lancé récemment ma chaîne YouTube, je suis sûr qu'il est possible d'obtenir une bonne audience, mais si je me trompe, ça arrive. Alors c'est une bonne question que tu me poses là, Alex. Je pense que c'est une question qui va peut-être concerner pas mal de gens qui m'écoutent, peut-être toi. La question en fait c'est quand est-ce qu'on voit vraiment la différence entre la persévérance et l'obstination? Et j'ai souvent dit, si tu veux vraiment avoir des résultats dans le domaine de la création de contenu, si tu veux en vivre, tu vas devoir passer un certain cap. Et ce cap-là nécessite de passer plusieurs mois, parfois plus, parfois moins, à fournir beaucoup d'efforts pour très peu de résultats, voire aucun résultat. Et c'est souvent ce passage-là qui est sensible, c'est à ce passage-là que l'immense majorité des gens abandonnent ou échouent. Et donc les gens n'atteignent pas le passage où tu arrives à fournir peu d'efforts pour beaucoup de résultats, et ce passage-là est très gratifiant. Et souvent les gens veulent arriver directement à ce passage-là, mais comprennent pas que pour arriver à ce passage-là, il faut passer par un peu la traversée du désert qui est compliquée et qui est un peu relou. Et je pense que c'est compliqué de savoir en fait si t'es dans cette traversée-là, cette traversée qui va mener à un futur meilleur, ou alors si t'es juste en train de t'obstiner à faire quelque chose qui n'aura jamais de résultat. Et donc forcément on peut avoir un doute, et ce doute-là peut nous amener à abandonner alors que ça marche. C'est trop dommage. Donc ce que je voudrais te dire, c'est analyse. C'est-à-dire que en même temps que tu crées du contenu régulièrement, en même temps que tu fais toutes les stratégies pour développer ton audience, tu vas analyser, tu vas regarder si ton audience se développe, tu vas regarder si tu as des commentaires, tu vas regarder si les gens interagissent avec ce que tu fais, si tu commences à avoir des fans, si tu commences à avoir des gens qui partagent un peu ce que tu fais, et à partir de ça, tu vas savoir si tu dois continuer ou pas. Je vais te donner 3 cas de figure. Premier cas de figure, tu as 0 traction. Ça veut dire que tu n'as personne qui écoute ce que tu fais, qui regarde ce que tu fais, qui lit ce que tu fais, t'as personne qui le partage, t'as pas de commentaires, t'as rien. Alors, je parle pas au bout de 3 contenus, je parle au bout d'une quinzaine ou une vingtaine de contenus. Si à ce moment-là tu as 0 traction, ça vaut le coup d'arrêter ou de bifurquer ou de changer complètement de thématique. Je pense qu'il est jamais trop tard pour changer de thématique. Maintenant, si tu as une toute petite traction, c'est-à-dire si tu vois que tu commences à avoir un petit peu d'audience, à avoir quelques commentaires, à avoir quelques gens qui t'écoutent tous les jours, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore énorme, c'est clairement pas encore de quoi en vivre. À ce moment-là, ça vaut le coup de réfléchir. C'est-à-dire ça vaut le coup de te dire OK, c'est pas totalement inutile ce que je fais, je progresse, je sens que je m'améliore, il y a aussi des gens qui commencent à m'écouter, à me suivre. C'est intéressant, je vais pas tout gâcher en arrêtant tout, mais comment je pourrais améliorer ça? Comment je pourrais développer un peu plus mon audience? Comment je pourrais faire des contenus un peu plus intéressants? Comment je pourrais bifurquer un petit peu au niveau de ma thématique pour toucher plus de gens et pour toucher des gens qui sont plus impliqués? Donc là, ça vaut le coup peut-être de réfléchir. Et puis, 3e cas de figure, tu as tes 10 vrais fans. On avait parlé de ce concept il y a quelques MakerCast. L'idée, c'est de regarder quand est-ce que tu as 10 vrais fans. 10 vrais fans, ça veut dire quoi? C'est des gens qui ne sont pas ta mère, qui ne sont pas ta famille, qui ne sont pas tes amis, qui n'ont rien à voir avec toi, mais qui sont fans de ton contenu. Ça veut dire qu'ils l'écoutent, le regardent ou le lisent absolument tous les jours. Ça veut dire qu'ils interagissent avec ce contenu, qu'ils laissent des commentaires, qu'ils essaient de te contacter, qu'ils le partagent, qu'ils vont en parler aux gens autour d'eux, qui vont être hyper enthousiastes quand tu crées un nouveau contenu, quand tu proposes quelque chose de nouveau. Ces 10 vrais fans sont un signe. Ça veut dire que si tu peux avoir 10 vrais fans, alors évidemment pas quand tu as 5000 personnes qui suivent, mais quand tu as quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui suivent et que parmi elles tu as 10 vrais fans, c'est bon signe. Ça veut dire que si tu en as 10, tu peux en avoir 20, tu peux en avoir 100, tu peux en avoir 1000. Ça veut dire que ça vaut le coup de continuer, ça vaut le coup de creuser.
Donc je sais que c'est pas facile, je sais que le début c'est jamais facile. C'est le moment où il faut fournir le plus d'efforts, où on sait pas vraiment si ça va marcher, ça vaut le coup de changer un peu, de bifurquer, d'adapter, mais c'est trop dommage de tout arrêter en pensant que c'est pas fait pour nous. Je vais passer à la question suivante qui complète peut-être un petit peu celle-là, c'est une question de Hans qui me dit « Salut Antoine, j'aimerais savoir si tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui souhaiterait écrire des articles sur un blog alors qu'il maîtrise très mal la langue de Molière et a toujours été un cancre à l'école. As-tu une préférence pour le support Facebook ou blog ou Medium? Merci d'avance et reste libre. » Alors Hans, déjà en lisant ton mail, je vois pas de raison de dire que tu pourrais avoir de très grosses difficultés en français. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas d'erreur particulière, ça m'a l'air plutôt bien écrit. Je pense que le vrai problème, c'est quand on a des difficultés de rédaction et qu'on essaye de bien écrire. C'est-à-dire qu'on essaye de faire du lyrisme, qu'on essaye d'employer des mots compliqués, qu'on va pas toujours employer à bon escient. Je pense que c'est là que ça fait une écriture qui est maladroite. Je pense que déjà il y a une façon d'écrire que presque tout le monde peut faire à partir du moment où tu parles correctement le français. C'est d'écrire avec des mots très simples, des phrases très simples. Pas essayer des temps compliqués, pas essayer de faire des phrases de Victor Hugo, tu vois. Vraiment écrire extrêmement simplement, aller droit au but avec les mots les plus simples possibles. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille même aux gens qui écrivent très bien. À chaque fois que j'écris un article, je me relis et j'essaye de supprimer tout le superflu. Je simplifie tous les mots qui pourraient être remplacés par un mot plus simple ou plus juste. Je raccourcis toutes les phrases qui sont trop longues. J'enlève tout ce qui est en trop, tout ce qui est superflu. Et souvent, on reconnaît une écriture maladroite et une écriture qui se veut un peu lyrique, qui se veut un petit peu poétique, alors que ça ne sert à rien. Je suis convaincu de ça. Moi, les meilleurs romans que je lis ou les meilleurs articles que je lis, c'est souvent des articles qui sont écrits ou des romans qui sont écrits de manière extrêmement simple. Ça, c'est la première chose. Après, si tu as des difficultés en orthographe ou en grammaire, tu as un outil qui s'appelle Antidote pour Mac ou PC qui va te corriger 80% ou 90% de toutes ces fautes-là. Maintenant, si vraiment c'est pas ton truc l'écrit, ce qui est bien, c'est que tu as d'autres formats qui peuvent être adaptés à ce que tu fais. Ça peut être l'audio, ça peut être la vidéo. Et ce qui est cool, c'est que tu as un format un peu pour tout. Il y a des gens qui écrivent pas très bien, qui sont pas à l'aise à l'écrit, mais qui par contre se débrouillent plutôt bien quand ils discutent avec quelqu'un. Pour ces gens-là, c'est peut-être mieux de faire de l'audio ou de la vidéo. D'autres gens qui, à l'inverse, sont pas forcément à l'aise devant une caméra, s'expriment pas facilement, mais par contre, dès qu'ils ont un petit peu de temps, dès qu'ils ont le temps de coucher les mots sur le papier, ils font quelque chose qui est beaucoup mieux. Dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de faire de l'écrit. Moi, j'ai essayé de faire les deux. J'ai commencé par de l'écrit. À l'époque, j'étais très mauvais en vidéo. Ensuite, j'ai voulu me former à la vidéo un peu par défi. Maintenant, je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup d'audio. J'en ai fait beaucoup, donc je commence à avoir une expérience là-dedans. Mais voilà, moi, j'aime essayer de maîtriser un peu tout, même si je le fais pas parfaitement bien. Mais ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de le faire. C'est-à-dire que t'as vraiment un format pour tout. Ça, c'était ma réponse. Ensuite, j'ai une question de Paul qui a rien à voir, qui me dit: que penses-tu du revenu universel? Alors c'est plus une question un peu politique, je vais essayer d'y répondre sincèrement, même si je suis pas du tout un expert du domaine. Enfin, je vais donner mon avis simplement là-dessus. Alors le revenu universel, pour ceux qui savent pas, c'est l'idée de verser à tout le monde un revenu, peu importe leur métier, peu importe ce qu'ils font. C'est un peu comme un chômage, mais pour tout le monde, même pour les gens qui travaillent. Et je pense que, alors le problème c'est que c'est un peu réutilisé à des fins politiques pour vendre des idées et tout, mais je pense que c'est quelque chose qui va être nécessaire d'instaurer un jour ou l'autre, parce qu'on arrive dans une société où énormément de métiers le sont déjà, ou alors vont être remplacés par des machines ou par l'informatique. C'est déjà le cas évidemment pour énormément de métiers en usine. C'est déjà le cas aussi pour pas mal de choses qu'on voit autour de nous, par exemple les caisses. Ça va aussi être le cas pour d'autres grosses industries comme les taxis ou les VTC qui vont probablement être remplacés par les voitures automatiques. Mais ça va aussi être le cas dans d'autres domaines, dans d'autres industries qu'on voit pas du tout, qui peuvent être par exemple tout ce qui est la gestion de bases de données, la gestion d'informations. Tu regardes les avocats par exemple ou les médecins, leur travail principal c'est de gérer de l'information, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'information qu'on leur donne, à partir de ça et à partir des connaissances qu'ils ont et des documents qu'ils ont, ils font un diagnostic et ils sortent quelque chose à partir de ça. Et je pense que ces choses-là, enfin c'est pas je pense, c'est un fait, vont être remplacés par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle sera probablement un des meilleurs avocats ou un des meilleurs médecins, puisqu'elles n'auront pas toutes les failles humaines qu'on peut avoir, qui est une mémoire limitée ou une capacité de réflexion limitée. Et donc il y a pas mal de métiers, on ne voit pas encore, mais qui pourront être remplacés aussi par l'intelligence artificielle. Et je pense que tous ces métiers-là ne pourront pas être remplacés. C'est-à-dire qu'on a vu pas mal de transformations dans la société, on a vu que voilà, avant on travaillait principalement avec nos mains, maintenant on travaille davantage avec nos têtes devant un ordinateur, mais je pense que si on remplace tout ça, on n'aura plus beaucoup, finalement les seuls métiers qui vraiment pourront perdurer, c'est soit les métiers manuels très techniques,
par exemple le mec qui ramasse les poubelles dans la rue. Alors c'est con, mais c'est un truc qui est très compliqué à faire par une machine, je pense. Donc les métiers très manuels qui demandent vraiment un savoir-faire manuel. Donc les métiers aussi artisanaux, soit les métiers qui demandent le contact humain. Donc ça peut être les services à la personne, par exemple, où ce qui est important, c'est avant tout le contact humain, les psychologues, ce genre de choses, ou les métiers artistiques ou créatifs, par exemple, je sais pas, les écrivains, bien sûr, journalistes, créateurs de contenu, qui est un métier qui pourra jamais être remplacé par une machine. Donc ces métiers-là qui, je pense, vont rester et vont représenter peut-être une des plus grosses parties de ce que feront la population. Et il y a des gens qui vont pas forcément s'y retrouver, qui vont pas, voilà, on n'aura pas forcément suffisamment de métiers pour tout le monde. Et je pense que le revenu universel est une solution, sachant que toutes ces machines ou toute cette intelligence artificielle qui coûte pas très cher, surtout l'intelligence artificielle, va pouvoir permettre à des sociétés de s'enrichir, de faire de l'argent et donc de payer finalement ce revenu universel. Donc je pense que moi en fait ce que je trouve absurde, c'est le fait de payer quelqu'un à faire quelque chose qui pourrait être plus rentable et plus efficace si c'était fait par une machine. C'est-à-dire que tu forces quelqu'un à faire quelque chose que souvent il aime pas, souvent c'est des boulots un peu chiants, alors que c'est des boulots qui pourraient être faits par une machine et qui pourraient être mieux faits. Et moi je me dis mais autant donner directement l'argent à cette personne et prendre la machine pour faire ce boulot, tu vois. Moi je trouve ça absurde, cette espèce de démagogie qui consiste à embaucher des gens pour embaucher des gens et pas pour les qualifications qu'ils ont à donner. Et je trouve qu'en plus c'est pas respectueux pour les gens, c'est-à-dire qu'on dit voilà je t'embauche pas, c'est comme les quotas, tu vois, genre on va mettre 50% de femmes parce qu'il faut mettre des femmes. Je trouve ça je trouve que ça ne dessert pas la cause, au contraire. C'est-à-dire que tu veux mettre un quota de femmes dans une entreprise, ça veut dire que tu embauches une femme parce que c'est une femme et pas pour ses qualifications. Et je trouve ça dangereux. Et c'est exactement pareil pour le revenu universel. C'est-à-dire si tu embauches quelqu'un parce qu'il faut faire créer des emplois et parce que c'est sympa et parce que c'est gentil, tu vas pas embaucher quelqu'un pour ses qualifications, tu vas embaucher quelqu'un pour une espèce de raison éthique obscure qui je trouve est néfaste. Et je pense que le revenu universel est une solution à ça. Maintenant, je pense que ça va être très compliqué à mettre en place. Il va y avoir beaucoup de résistance. Il va falloir trouver l'argent aussi pour le financer. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas qu'il y a qu'à le faire. Tu vois, je pense qu'il y a 1000 façons de le faire. Ça peut être intéressant de regarder les pays, par exemple il y a des pays scandinaves qui ont commencé à le faire ou qui vont commencer à le faire, ça va être intéressant de regarder comment ça se passe, de s'en inspirer, et ça va probablement prendre des années et des années, ça va probablement causer pas mal de conflits et de tensions, mais je pense que c'est quelque chose de nécessaire et j'espère que ce sera fait. Voilà, c'était mon avis là-dessus, on peut en débattre, hein. Je pense pas avoir la vérité ultime, peut-être que je me trompe. Ensuite j'ai une question de JB qui me fait « Salut Antoine, quelle est selon toi la différence fondamentale entre un créateur de contenu qui vit de son contenu et celui qui n'arrive pas à en vivre ?» Alors ça rejoint un peu aussi les questions qu'on a vues tout à l'heure, les choses dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que... Alors, juste pour te donner mon ressenti, je ne connais personne, mais très franchement, je ne connais personne qui fait un contenu tous les jours depuis 6 mois, qui a sorti une 12aine de formations, qui n'arrive pas à vivre de son contenu. C'est très simple. Je connais beaucoup de gens qui ont abandonné parce qu'ils n'arrivaient pas au début. Je connais beaucoup de gens qui le font un petit peu mais qui le font qu'à moitié et donc qui n'y arrivent pas. Je connais beaucoup de gens aussi qui n'osent pas lancer de produits, qui n'osent pas les vendre. Je connais beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire décoller leur audience. Mais je connais personne qui fait du contenu vraiment régulièrement, vraiment tous les jours depuis un bout de temps, qui a sorti une formation, puis une deuxième, puis une troisième, puis qui se met à sortir 2 formations par mois, qui n'arrive pas à vivre de son contenu. J'ai un ami que j'ai coaché pendant pas mal de mois qui s'appelle Gabriel Clément, qui aujourd'hui vit de son contenu. Il fait peut-être 300 ou 400 vues par vidéo. Il n'a pas une grosse audience, mais il en vit simplement parce qu'il a persévéré, parce qu'il le fait tous les jours, parce qu'il sort des formations toutes les 2 semaines. Donc c'est aussi simple que ça. Je pense que le problème, souvent il est là. Le problème, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent quand c'est difficile, c'est-à-dire au début, s'arrêtent quand ils n'ont pas de résultats, c'est-à-dire au début, s'arrête quand la motivation retombe, c'est-à-dire au début, alors pas au tout début, parce qu'au tout début, t'es toujours motivé. Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui changent très vite, c'est-à-dire dès que ça marche pas, en fait ils veulent avoir des résultats très rapidement, parce qu'ils voient directement des gens qui ont des résultats et qu'ils pensent que c'est arrivé tout de suite. Ils essayent tout de suite d'atteindre leur niveau, ils voient que c'est pas si simple, que c'est pas si rapide, et donc ils essayent autre chose, puis ils essayent autre chose. Par exemple, je vais prendre typiquement un exemple de gens que je vois très souvent, tu vois. Hop, ils ont vu, alors ils sont tombés sur mon contenu, ils ont vu que je gagnais ma vie avec mon contenu, ils ont lancé leur truc. Au bout de 3 semaines, ça marche pas, c'est normal, mais du coup ils changent, ils arrêtent, et ils font des paris sportifs. Au bout de 3 semaines, ça marche pas bien, du coup ils changent, et ils essayent de faire du trading sur les crypto-monnaies, etc., etc. Je pense pas qu'il y a des choses mauvaises ou des choses bonnes. Je pense que ce qui est important, c'est de s'y tenir et de tenir sur la durée. Et je pense que la principale différence entre un créateur de contenu qui vit de son contenu et celui qui n'arrive pas à en vivre, c'est que celui qui vit de son contenu a eu la persévérance de continuer, même au début quand c'était difficile et quand il n'avait pas de résultat.
Et je peux dire qu'on a beaucoup travaillé là-dessus avec Gabriel. Pendant peut-être 6 mois, il a fait un contenu tous les jours alors qu'il n'arrivait pas encore à en vivre. T'imagines la volonté qu'il faut pour faire ça? Il l'a fait. Pendant 6 mois, il a créé un contenu tous les jours alors qu'il n'arrivait pas à en vivre. Et au bout de 6 mois, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'attends pour sortir ta formation? Il faut le faire. C'est ça qui va faire la différence. Il a lancé sa première formation, il a fait quelques centaines d'euros, ça l'a encouragé. Puis ensuite, il en a lancé une deuxième, puis une troisième, puis il a pris un rythme. Et finalement, aujourd'hui, il arrive à en tirer un salaire vraiment confortable. Et je pense que c'est ça en fait la différence. C'est souvent ça. C'est que souvent que les gens soit abandonnent au début, soit n'osent pas lancer leur premier produit, soit lancent leur premier produit mais ne prennent pas ne développent pas un système pour en lancer régulièrement. Et donc, ils abandonnent et ils disent que ça marche pas. Je pense que c'est vraiment une question de persévérance. Ensuite, j'ai eu une autre question de JB, je sais pas si c'est le même JB, qui me dit, depuis les premiers jours de ton blog à aujourd'hui, quel a été ton plus gros challenge ou défi? Et je vais rejoindre un petit peu la question précédente, qui est que mon plus gros challenge ou défi, ça a été de persévérer, en fait. Je t'en ai déjà parlé, mais pendant 3 ans, j'ai tenu un blog, alors que j'étais étudiant en école de commerce à côté. Et ce blog-là, ça a été les montagnes russes. Ça veut dire que, au bout de 6 mois, j'ai lancé un produit, j'ai fait 800 euros, j'étais super content. Ensuite, j'ai pas lancé de produit pendant 2 ans. Je sais pas si t'imagines. Alors que ça aurait pu marcher, j'aurais pu lancer un produit tous les mois, j'aurais pu avoir un vrai complément de revenus. En plus, à une époque où j'en avais vraiment besoin parce que j'étais étudiant, je gagnais pas grand chose, ça m'aurait vraiment aidé. Et pourtant, j'ai procrastiné, j'ai repoussé, j'ai laissé traîner alors que j'avais du temps libre. Et à partir du moment où je m'y suis remis, c'est-à-dire quand j'ai commencé à faire mon année de césure et que je me suis dit maintenant je me laisse plus le choix, je vais le faire tous les jours, je vais faire en sorte de gagner ma vie avec, j'ai gagné ma vie avec. Parce que vraiment j'en ai fait une priorité. Donc ma plus grosse difficulté, mon plus gros challenge, ça a été d'en faire vraiment une priorité. Pendant longtemps, ça n'a pas été ma priorité et je pense que c'était une erreur. Et si ça avait été ma priorité dès le début, tout aurait été beaucoup plus rapide. Ensuite, j'ai une question de Nicolas qui me dit « Salut Antoine, je voulais te demander conseil car moi c'est tout l'inverse. J'ai une grosse audience de 80 000 fans sur ma page Facebook. Une page spécialisée dans la boxe mais j'en tire aucun profit, une idée. » Alors, Nicolas, je connais pas ta page Facebook, je connais pas ton audience, je peux pas te donner de conseils personnalisés. Ce que je peux te dire simplement, parce que je vois que c'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est que les gens ont souvent tendance à s'attacher à une audience en étant persuadés qu'elle a de la valeur simplement parce qu'il y a du monde. Tu me dis 80 000 fans, pour moi ça veut rien dire. Surtout sur Facebook où tu peux très bien avoir 10 personnes qui reçoivent les trucs quand t'as 80 000 fans. 80 000 fans, ça ne veut rien dire, c'est que de la vanity metrics. Alors peut-être que tu as 80 000 personnes passionnées qui sont à fond dedans, qui ont beaucoup de valeur à recevoir de toi, qui sont là tous les jours avec des vrais fans dedans, et dans ce cas c'est une audience qui a énormément de valeur. Peut-être aussi que c'est 80 000 personnes qui ont cliqué parce que ça les intéressait vaguement, qui ont oublié, qui reviennent plus dessus, qui reçoivent plus les notifications, qui reçoivent plus rien, et dans ce cas ça vaut rien. Une audience en termes de nombre ne vaut rien. Pour moi, ce qui donne la valeur d'une audience, si tu veux en vivre, et pas juste si tu veux te la péter avec, c'est pas le nombre de cette audience, c'est l'implication de cette audience. C'est est-ce que cette audience est suffisamment intéressée pour dépenser de l'argent pour acheter des produits? Est-ce que tu as vraiment de la valeur à donner à cette audience? Est-ce que dans cette audience, il y a des vrais fans? Est-ce que cette audience te connaisse? Est-ce que cette audience tire une valeur de toi qu'elle ne trouverait pas autre part? Est-ce que cette audience te considère comme unique? Qu'est-ce que tu peux vendre à cette audience? Pourquoi cette audience te suit? C'est toutes ces questions qui vont te donner des indices sur la qualité de ton audience, sur comment tu peux en vivre. Maintenant, je connais pas ta page, je sais pas si c'est la boxe dans le sens le sport, disons la boxe que tu suis à la télé ou la boxe que tu pratiques. Dans les deux cas, ça va être difficile de le monétiser dans le cas où c'est la boxe sport, parce que ça veut dire que tu es dans une thématique d'information et de divertissement. C'est très difficile de monétiser ces thématiques-là. Tu vois que les journalistes galèrent. Alors pour nous, c'est encore plus difficile probablement. Si c'est la boxe, le sport que tu pratiques, là il y a de la valeur à apporter. Là tu peux peut-être aider les gens, tu peux peut-être donner des conseils aux gens, tu peux peut-être leur proposer des produits en rapport avec ça, en rapport à comment améliorer sa technique, j'y connais rien, tu vois. Comment trouver les meilleurs clubs de boxe autour de chez toi. Comment devenir bon dans ce domaine-là, etc. Je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui valent vraiment ces 80 000 vrais fans? Est-ce que c'est des vrais fans? Qu'est-ce qu'ils valent vraiment? Et après ça, te demander comment tu peux les monétiser, quelle valeur tu peux leur apporter, pourquoi est-ce qu'ils seraient prêts à payer. La première chose à faire, c'est probablement être de leur soumettre un sondage pour leur poser des questions. Quelle est votre plus grosse difficulté? Pourquoi est-ce que vous suivez ma page? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de ma part?
Ensuite, j'ai une question de Skander qui me dit « Salut Antoine, je compte débuter dans la vidéo. Merci d'ailleurs pour toute cette motivation que tu nous partages chaque jour dans tes podcasts. Comment me conseillerais-tu de me préparer avant d'enregistrer une vidéo ? Faire un plan avec des mots-clés et tout, ou tout écrire et apprendre ? J'ai plein d'idées, mais lorsque je veux m'exprimer devant la caméra, je ne me retrouve plus. » Alors, dans la dernière formation, j'ai donné pas mal de plans justement pour avoir un truc à noter sur sa feuille. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est juste de noter des mots-clés. C'est-à-dire, tu as une feuille, tu as une fiche, tu notes juste des mots-clés qui vont faire écho à quelque chose que tu peux expliquer par toi-même. Et ensuite, c'est une question d'entraînement. Tu vas noter ces mots-clés qui vont te permettre d'avoir toujours quelque chose à dire, de jamais avoir de gros blancs, mais en même temps, tu vas pas lire ces mots-clés. Une grosse erreur que font beaucoup de gens, que j'ai fait aussi au début, j'avais posté une photo où je montrais mon premier setup pour enregistrer ma première vidéo, où j'avais empilé des casseroles dans ma cuisine. En haut de ces casseroles, j'avais posé mon Mac où j'avais mis un espèce de prompteur avec un micro à côté, c'était l'horreur, et je lisais le prompteur, et cette vidéo, c'est une des vidéos où je suis plus mal à l'aise. Parce que je suis en train de lire un prompteur. Je te déconseille vraiment d'écrire. Alors, il y a des youtubeurs qui le font et qui le font très bien, mais c'est beaucoup de travail, c'est pas la même chose, tu vois. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas sortir une vidéo tous les jours quand ils font ça. Et ils font des jump cuts, et ils font du montage, enfin c'est vraiment un autre job. Moi je pense que les vidéos, les audios les plus convaincants, c'est des vidéos ou des audios où tu parles avec passion, où tu parles avec ton cœur, pas où tu es en train de lire un texte. Et la meilleure façon de parler avec passion, parler avec son cœur, c'est de maîtriser d'abord un sujet, et ensuite d'écrire sur un bout de papier des mots-clés qui vont juste te permettre de te relancer et ensuite de te faire confiance. Tu te détends, tu te fais confiance, tu fais une vidéo pour du beurre, c'est-à-dire tu l'enregistres et à la fin tu la supprimes, on s'en fiche, t'en fais une autre, puis au bout d'un moment elle va te sembler pas si mal, tu vas pouvoir la publier. Et puis tu vas en faire une autre, tu vas publier la deuxième, et puis tu vas en faire une autre, tu vas publier la troisième. Donc moi je te conseille vraiment un plan très simple avec des mots-clés que tu gardes un petit peu sous les yeux, et puis tu te laisses t'éloigner un peu de ce plan, tu te laisses t'envoler un petit peu, et quand tu as une idée tu l'exprimes. Tu le fais sincèrement comme si tu parlais à un ami. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner pour te déstresser un peu devant la caméra. Ensuite, c'est juste une question d'entraînement. Il faut le faire, le refaire. Au bout d'un moment, ce sera plus une épreuve pour toi. Question de Nicolas. Bonjour, tu étais très enthousiaste sur les crypto-monnaies. Est-ce que tu as perdu de l'argent dans ces investissements ? Alors, je n'investis pas dans les crypto-monnaies pour le court terme, j'investis pour le long terme. Alors, je t'explique juste rapidement comment ça se passe. Pour moi, je suis très enthousiaste au niveau des crypto-monnaies. Je pense que ça sera une révolution à la hauteur d'Internet. Et à partir de ce moment-là, je veux pas être exclu de cette révolution. Je veux en faire partie dès le début. Évidemment, il y a une chance que je me trompe. C'est-à-dire que tous les mois, j'investis 2000 € à peu près sur les crypto-monnaies, 600 € par semaine, pour l'instant. C'est-à-dire que toutes les semaines, je mets 600 € sur les crypto-monnaies, 300 € sur le Bitcoin et 300 € sur d'autres crypto-monnaies. J'y crois énormément, c'est-à-dire que je pense que ça va exploser dans les prochaines années. Évidemment, je peux me tromper, évidemment, je peux tout perdre, mais je préfère prendre ce risque-là, de tout perdre dans une aventure qui me passionne, et de risquer que ça marche, plutôt que de dépenser cet argent dans des fringues ou dans des restos, ce qui m'apporterait pas beaucoup de plaisir à long terme. Donc, pour l'instant, est-ce que j'ai perdu de l'argent ? J'en sais rien, parce que c'est-à-dire que j'investis toutes les semaines, je regarde même pas le cours. Là, en ce moment, le cours apparemment est en baisse, puisque les Chinois ont interdit les plateformes d'échange en gros en Chine. Mais le cours va remonter. Et enfin, le cours est déjà en train de remonter. Et si tu veux, quand le cours est en baisse, c'est un peu les soldes. En fait, c'est le moment où il faut acheter justement. Donc, si j'investirais à court terme, je serais un peu paniqué par ces choses-là. Mais comme j'investis sur le long terme et comme j'y crois énormément, j'investis toutes les semaines sans trop me poser de questions. Et puis, j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà, c'était la dernière question. Voilà, je suis un peu perdu là, je t'avoue. Je suis en train de cramer au soleil. Petite information, je relance la formation Maker Pro, qui est la plus grosse formation que j'ai lancée sur cette chaîne depuis l'histoire de ma chaîne YouTube. C'est une formation en 12 modules qui est disponible jusqu'à samedi, qui est normalement à un tarif de 297 € et qui est en baisse à un tarif de seulement 74 € jusqu'à vendredi, donc il y a plus de 200 € de réduction jusqu'à samedi, pardon. C'est 12 jours de formation intense pour apprendre à créer du contenu unique et en avance sur les autres, maîtriser les plateformes de diffusion, développer une relation unique avec ton audience, créer et vendre tes propres produits. Il y a 12 modules, plus de 7 heures de vidéo. Rapidement, le premier jour, on va voir le mindset du maker. Puis le deuxième jour, devenir une machine à créer. Le troisième jour, créer du contenu exceptionnel. Le quatrième jour, créer son émission sur YouTube. Cinquième jour, maîtriser Facebook comme personne. Sixième jour, bloguer sur Medium.
7e jour, la mailing list nouvelle génération. 8e jour, technique avancée d'acquisition de trafic. 9e jour, créer une relation unique avec son audience. 10e jour, créer un produit en 3 jours. 11e jour, faire des ventes. 12e jour, automatiser la machine. Je t'invite simplement à cliquer sur le lien qui est en description de cet épisode. Tu vas voir toutes les informations de cette formation. C'est une des formations qui a le mieux marché aussi sur ma chaîne. Beaucoup de gens l'ont démarré. Il y a aussi pas mal de témoignages si tu veux en savoir plus. Voilà, donc j'ai simplement fait une promotion juste cette semaine jusqu'à samedi. Elle est à 74 € au lieu de 297. Donc si ça t'intéresse, tu peux la démarrer. Et puis nous, on se retrouve demain dans le prochain MakerCast. À demain.